OK. OK. Voilà. Alors, ça s'appelle. Excusez, moi, je me mets en 220. Alors, je recommence et si jamais ça ne fonctionne pas, vous l'écrirez euh, en chat et puis on arrêtera à nouveau. Alors, je rappelle donc que cette présentation est cocasse. On est rendu à 18-18, 18h18. Non, 18h18, c'est mon heure à moi. Alors, je vais commencer par des mises en garde. Ceux qui l'ont vu, ben, je vais rattraper assez rapidement, là. Il y a beaucoup de matière, il y a 50 diapos, je ne peux pas aller dans les détails. Cette présentation-là date de 2 mois, mais c'est quand même des données récentes, là. Ceci dit, je sais qu'il en sort un peu à chaque jour, donc vous avez peut-être des fois des données plus récentes. Les sources sont minimalement citées parce que ça aurait été trop lourd. J'ai mis l'accent sur la situation du Nouveau-Brunswick à chaque fois que c'était possible, parce que la majorité, je pense, des participants viennent de là. Et je n'ai pas de pointeur. Bon, et ça me fait un peu. Ça me dérange. Bon, mais c'est pas grave. Alors, le plan du webinaire, on va passer la majorité du temps à regarder la consommation et les problématiques dans leur ensemble au Canada avec variation provinciale. En finale, quelques éléments sur. Là, le diaporama avance tout seul, c'est pas moi qui le contrôle. On vient de revenir à mise en garde. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais bon, je reviens au plan. Là, bon, alors j'en suis à mes préliminaires. Comme je disais, les préliminaires, c'est certaines notions qui vont vous aider à comprendre ce qui suit. Alors d'abord, la notion de SPA, que tout le monde ne connaît pas nécessairement, qui est la façon d'appeler ce qu'on appelle les drogues là, de façon scientifique, c'est-à-dire des substances psychoactives. Elles peuvent être d'origine naturelle, synthétique, c'est pas grave. L'important pour que ce soit une SPA, c'est son action sur le système nerveux central. Ça modifie la façon dont on se comporte euh, et dont donc on est dans l'environnement, perception, humeur, conscience, etc. Ça le fait de différentes façons et c'est d'ailleurs sur cette base-là que sont classées les drogues. Vous voyez ici le classement classique, là. Grande classe dépresseur, stimulant, perturbateur avec une classe satellite. Et ça veut dire que les dépresseurs, par exemple, vont agir sur le SNC, système nerveux central, en diminuant, ralentissant les processus, les stimulants en accélérant les processus, et les perturbateurs en faisant un peu des deux. Alors, les cercles qui sont en blanc, c'est les drogues qui ne seront pas abordées parce que périphériques, moins importantes, où il n'y a pas de données. Alors, on va faire le portrait, dans le fond, des substances les plus connues. Dans les dépresseurs, l'alcool, les médicaments qu'on appelle généralement médicaments pour dormir ou pour les nerfs, et les opioïdes. Dans les stimulants, ben, c'est les majeurs, amphétaminiques, cocaïne et apparentés. Et dans les perturbateurs, on a les hallucinogènes, notamment l'ecstasy, le MDMA, et les cannabinoïdes, le cannabis. Voilà. J'étais d'ailleurs rendu ici, pour ceux qui sont rendus avec moi auparavant. Alors ça, c'est simplement pour vous dire que quand on parle justement de problèmes associés à l'usage, eh bien, c'est dans les couleurs jaunes et rouges. Enfin, ça reproduit ici un peu les feux de signalisation. Quand c'est vert, ben, ça va, ça passe. Et là, il s'agit d'usage récréatif ou médical, mais je tiens à mentionner que c'est pour toute substance. Alors, on peut utiliser des médicaments à bon escient ou des drogues même très, très potentes, là, mais de façon euh, récréative ou médicale sans danger. À partir du moment où il y a des risques, où il y a de la prise de risque, où il y a de l'usage inapproprié dans de mauvaises circonstances, à des dosages trop élevés, à des fréquences trop élevées, etc.,
selon des modes d'administration dangereux, bien là, on tombe dans l'usage à risque ou inapproprié. Donc, ça veut dire fais attention. Et lorsqu'on est dans le trouble de l'usage, qu'on appelle TUS d'ailleurs, maintenant, les TUS, c'est des troubles de l'usage de substances, eh bien, on est dans ce qu'on appelle l'addiction, la dépendance, la toxicomanie, l'alcoolisme, etc. Donc, nous, on s'intéresse bien sûr aux deux dernières catégories. Ici, même au Canada, on affiche comme quoi les troubles liés à l'usage de substances affecteraient une personne sur 10. Donc, on voit que quand même il y a quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui en utilisent, mais il y a 10% des gens qui auraient des troubles liés à des substances. Ça varie bien sûr d'une substance à l'autre, mais ceci, c'est une espèce d'aperçu global. Et ces gens-là viennent de tout horizon et de tout âge. Et ça nous amène à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le portrait de la consommation, les enjeux de santé. Alors, d'abord, pour avoir une bonne idée de pourquoi on fait ça, ouais, il y a des problèmes de consommation, une personne sur 10, mais ça veut dire quoi? Alors, vous avez souvent la présentation de ce qu'on appelle les coûts sociaux liés à la consommation. On fait ça périodiquement. Les dernières évaluations au Canada datent de 2014. Alors, quand même, c'est énorme, 38 milliards de dollars. Donc, l'usage de SPA au Canada entraîne des coûts de 38 milliards. Bien sûr, ces coûts-là sont dus au problème, pas vraiment à l'usage récréatif ou médical, mais à l'usage inapproprié ou l'usage trouble lié à l'usage, justement. Le 38 milliards est à 70 attribuable à l'alcool et au tabac. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nécessairement les drogues illicites, même si c'est très spectaculaire, qui coûtent cher. C'est les drogues tout à fait légales. Et ces coûts-là, comme vous le voyez, là, c'est en bas à gauche, sont surtout des coûts de perte de productivité, c'est-à-dire, bon, d'absentéisme, d'accident de travail et de décès. Dans la perte de productivité, on met les décès. Et en deuxième lieu, de soins de santé. On a aussi des frais de justice et d'autres types de coûts. Dans la case en bas à droite, j'ai pris une donnée différente d'une autre source qui nous dit un peu de façon abrupte qu'est-ce que ça veut dire les coûts sociaux de la consommation. Il y a 400 Canadiens chaque jour qui sont hospitalisés en raison des problèmes de substances. 10 meurent quotidiennement. Donc, oui, il y a matière à faire du travail. Alors ici, vous avez les coûts par province. Ce qu'on peut dire, c'est, là ici, je ne sais pas pour quelle raison, mais dans les documents fédéraux, il n'y avait pas le Québec. Je ne sais pas pourquoi. Alors donc, c'est sur 12 au lieu de sur 13 territoires et provinces. Le Nouveau-Brunswick, les coûts pour le Nouveau-Brunswick sont un peu en haut de la moyenne canadienne, qui est à 1100 par tête de pipe. Alors, on est à 7e sur 12 pour le Nouveau-Brunswick, ce qui est un peu, pas énormément, mais un peu au-delà de sa proportion en termes de population. Donc, c'est une province où il y aurait évidemment un travail à faire pour baisser les coûts, de toute façon, comme partout ailleurs, mais qui se situe peut-être en haut de son rata de population. Ici, on a un tableau de les drogues les plus consommées, un peu comme un tableau, un palmarès. Ça, c'est très difficile à établir. D'ailleurs, ici, il n'est pas établi pour l'ensemble des produits. Alors, ce qu'on dit, bien sûr, c'est que la consommation d'alcool, c'est la principale consommation. C'est sûr qu'on, si on mettait la caféine arriverait probablement en premier avec tous les caféines qu'on trouve dans les sodas, boissons énergisantes, pilules et tout. Mais on oublie la caféine, donc c'est vraiment l'alcool. Alors, vous voyez par les pourcentages, ici, si j'avais un pointeur, je pointerais, mais vous allez me suivre. Première colonne, on comprend que les jeunes en bas de 20 ans, bon, c'est 60% qui consomment, puis pouf, aussitôt qu'on tombe à 20 ans, on est au-dessus de la moyenne du taux de consommation de la population générale. Alors, c'est là qu'on boit. Mais même chez les adultes en général, le taux est quand même à 80%. Donc, c'est vraiment une drogue utilisée par 8 personnes sur 10. Arrive en deuxième rang le cannabis. Et là, le cannabis, c'est l'inverse. Il est plus consommé chez les jeunes que dans la population générale. Et encore là, les 20-24 ans, regardez la classe des 20-24 ans, c'est vraiment la classe la plus fortement consommatrice de cannabis. J'ai mis une note en bas en noir. Ici, on ne tient pas compte des médicaments.
si on regarde les statistiques de médicaments et on les remet dans ce tableau-là, eh bien, l'ensemble des médicaments psychotropes prescrits, on va dire les sédatifs, les opioïdes et les antidépresseurs, ben, ça arrive, il y a 25 de la population qui consomme une ou l'autre de ces drogues-là, donc ça arriverait au second rang. Et si on prend juste les sédatifs d'ordonnance, qui sont les plus prescrits, les benzos et autres, bien là, eux arriveraient au troisième rang, après le cannabis. C'est à peu près 10. Alors, c'est bon à retenir qu'avant de tomber dans les autres drogues, là, cocaïne, etc., on a alcool, médicaments général, cannabis et sédatifs, si vous me suivez. Après ça, c'est cocaïne, hallucinogène, et là, ça varie. Bon, les plus jeunes, c'est plus hallucinogène. Après ça, c'est cocaïne. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on rentre ici une catégorie nouvelle qui est l'usage problématique de médicaments. Alors ici, c'est les gens qui les détournent pour des fins récréatives. Et c'est un phénomène, regardez, chez les 15-19 ans, qui est plus important que l'usage d'ecstasy ou de cocaïne. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur ce tableau. Euh, Là, on va y aller substance par substance assez rapidement. Alors, l'alcool, fait saillant, bon, c'est la plus consommée, on s'entend là-dessus. Les coûts sociaux 2 fois plus élevés que toutes les autres SPA, à l'exception du tabac. Et c'est surtout la substance qui est à la source du plus grand nombre de problèmes, à la fois pour l'individu, mais pour aussi son entourage. Alors ça, c'est quand même à retenir. Il n'y a pas de substance qui égale l'alcool, qui va à la cheville de l'alcool. Pour la morbidité, ça c'est toutes sortes de problèmes de santé, la violence générée, violence conjugale, violence de bagarre, les accidents, à la fois les chutes et les accidents d'automobile, absentéisme, comportement sexuel, donc relations sexuelles non protégées, agression sexuelle, décès, suicide. Bon. Alors, l'alcool est responsable de 7 à 8 décès par jour. Ça veut dire que sur les 10 qu'on a vus dans les coups sociaux, ben, les 3 quarts, c'est l'alcool. Et ça, c'est par jour. Donc, il y a 7 à 8 personnes qui décèdent par jour à cause de l'alcool. Et il y a 20 des buveurs qui sont réputés être dans la catégorie inappropriée ou trouble. Pas nécessairement alcoolique, là, mais inapproprié ou trouble. Voilà. Ici, ben, ça vous donne un peu le détail de tous ces problèmes pour lesquels il y a des hospitalisations pour l'alcool. Vous voyez la consommation abusive comme pour 18 Ce n'est pas le taux d'alcoolisme au pays, mais c'est le taux de buveurs problèmes, si on peut dire, avec toutes sortes d'autres données, physiques ou mentales. Là. Alors, j'insiste pas, je pense que c'est assez clair. Le portrait de l'alcool est très impressionnant. Alors ici, il faut bien me suivre, là, parce qu'il y a bien les chiffres. Alors, on va prendre le tableau de gauche. Le tableau de gauche est assez amusant puisque vous avez ce qu'on appellerait comment les gens euh, déclarent leur consommation d'alcool. Mais là, on parle de forte consommation. Alors, comment dans la population les gens, à quel niveau se situe la forte consommation? Et à côté, la colonne, c'est les ventes d'alcool. Les ventes d'alcool per capita, ça donne à peu près la proportion du taux d'alcoolisation d'une région ou d'une province. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que le Nouveau-Brunswick se déclare parmi les plus grands buveurs au pays, 4e sur 13, mais dans les faits, est parmi les plus petits buveurs au pays, 12e sur 13. Alors ici, on a une espèce de, je ne sais pas si on peut dire, une idée de grandeur, là. On pense qu'on boit plus qu'on boit réellement. Par exemple, le Québec est à peu près pareil dans sa déclaration et dans le per capita qu'on note. Et si vous regardez rapidement les autres chiffres, ben, on boit plus à l'ouest généralement. Euh, C'est-à-dire Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique et le Yukon, territoire du Nord-Ouest. Et on verra que c'est une constante pour, à part des exceptions, la Terre-Neuve, si vous voulez, mais grosso modo, plus on va vers l'ouest, plus ça consomme et plus les problèmes sont importants. Autre truc, la figure 7, c'est simplement pour illustrer un point quand même important en santé publique. Il n'y a pas une corrélation directe entre le nombre de points de vente. Des fois, on dit non, on n'ouvrira pas des points de vente, on ne mettra pas de l'alcool, je ne sais pas, dans les dépanneurs, ça va augmenter. Ce n'est qu'un facteur. Je ne dis pas que c'est un facteur qui ne joue pas, mais on voit ici, le Québec est pratiquement la province où il y a le plus de points de vente.
Ils sont deuxième sur 13. Il y a juste Terre-Neuve et Labrador qui les battent. Et pourtant, ils sont sixième sur 13 pour la consommation. Le Nouveau-Brunswick a quand même pas mal de points de vente. Ils sont septième sur 13. Mais ils sont douzième sur 13 pour la consommation. Alors, c'était juste pour vous montrer. Là, je pense que je me sers de ma flèche puis ça efface. C'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas une corrélation nécessairement entre ce qu'on pense boire, ce qu'on boit réellement et la disponibilité de l'alcool. C'est un lien qui n'est pas nécessairement linéaire. Voilà, voilà, c'est une démonstration professorale. On passe à autre chose. Le cannabis. Bon, fait saillant du cannabis, c'est la substance, évidemment, partout dans le monde. C'est les jeunes qui en consomment plus que les adultes, à la fois les ados et les jeunes adultes. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une diminution constante de l'usage du cannabis à peu près partout dans le monde, les pays industrialisés, depuis les années 2000. Par contre, le Canada a le pourcentage d'adolescents consommateurs le plus élevé des pays développés. Alors ça, c'est un signe, si vous voulez, de phénomène qui représente un enjeu de santé, et c'est majoritairement des garçons. La Nouvelle-Écosse a la palme des consommateurs de pot au Canada. C'est proche de chez vous. Et il y a 25 des usagers canadiens, ça c'est plus peut-être inquiétant, qui rentrent dans la catégorie qu'on appellerait des grands consommateurs, c'est-à-dire qui en font un usage quotidien. C'est quand même le quart des usagers. Ici, on a un portrait de la consommation de cannabis. Bon, simplement, ce qu'il faut retenir, probablement, c'est 15 ans et plus. Hein, 15 ans et plus. Donc, c'est probablement plus fiable que 18 ans et plus. 18 ans et plus, ça va être plus élevé. 15 ans et plus, c'est un peu plus bas, mais ça inclut des jeunes consommateurs. Euh, alors, ça, c'est Canada 2018. Donc, on peut dire que c'est avant la légalisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est au Québec qu'on consomme le moins, hein, et que c'est dans l'Ouest qu'on consomme le plus, et que c'est la Nouvelle-Écosse qui a la palme à 20. Voilà. Le Nouveau-Brunswick est à 14, donc vraiment moyenne un peu nationale. J'ai mis complètement à droite, là, en bold, un aperçu, je viens de le mettre là, après-midi, le premier trimestre 2019, ça veut dire jusqu'en avril. Alors, on peut dire 4 à 5 mois après la légalisation, qu'est-ce qui se passe? Bien, on note deux choses, que la majorité des nouveaux usagers ont 45 ans et plus. Donc, c'est plus les baby boomers qui se mettent à aller acheter du pot dans les succursales et qu'il y a une augmentation de 14 à 18 des Canadiens qui n'ont consommé. Donc, il y a vraiment un mini boom de consommation, mais on ne peut pas dire qu'il va se maintenir toute l'année ou qu'il va se maintenir d'année en année. Il y a comme probablement un effet de curiosité qui fait que le taux a augmenté au Canada. Dans la prochaine diapo, vous avez des données présentées autrement. Ici, c'est les 18 ans et plus, donc forcément, c'est plus élevé parce que les 15 ans venaient pondérer. Mais je l'ai mis surtout pour la colonne du milieu parce que là, c'est ici qu'on voit qu'il y a quand même, en 2018, il y avait pratiquement 25 des gens qui consommaient à peu près quotidiennement du cannabis. Donc, ce qui me paraît, moi, élevé. Euh, Bien que tout le monde ne s'entend pas sur est-ce que l'usage quotidien de cannabis, c'est un usage qui est problématique. Bon, ça dépend peut-être de la force. Et puis là, il y en a qui, l'usage quotidien, ça peut être un joint, deux joints, trois joints. Bon, ça dépend, là. Alors, voilà. Là, on arrive aux opioïdes. Alors, les opioïdes, juste une distinction. Les opioïdes, c'est toutes les substances qui enlèvent la douleur, qu'on appelle analgésiques, antalgiques. Euh, et puis, dans les opioïdes, il y a des naturels qu'on appelle des opiacés parce qu'ils dérivent du pavot. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran, un pavot. Euh, Morphine, héroïne, codéine, etc. Et vous avez les synthétiques qui, comme le méthadone et tout ça. Mais tout ça, c'est des opioïdes, soit de opiacés naturels ou opioïdes synthétiques, c'est des trucs antidouleurs. Alors ici, bien sûr, tout le monde est au courant qu'il y a une crise. Dans les faits saillants, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une substance, catégorie de substances où il y a une augmentation spectaculaire des conséquences négatives, des problèmes qui se traduisent en décès par surdose.
depuis 10 ans au Canada. Alors, si vous regardez les chiffres, là, entre 2008 et 2015, plus 327 Alors, c'est énorme. Remarquez que c'est rien comparé aux États-Unis. C'est la Colombie-Britannique la plus touchée, au point d'ailleurs où l'espérance de vie diminue là-bas. Et d'une façon générale, les surdoses et hospitalisations sont nettement plus élevées dans l'Ouest, dans l'Alberta, Colombie, Yukon, etc. Les plus touchés sont les hommes dans la trentaine. Et pour comprendre un peu cette crise-là, elle vient un peu, on peut dire que c'est une crise, là je fais une explication rapide, là, mais pratiquement provoquée par l'industrie pharmaceutique qui a mis des antidouleurs en circulation à la fin des années 80 aux États-Unis, en vantant aux médecins que c'était pratiquement comme des bonbons, il n'y a pas vraiment de problème. Puis, alors, il y en a eu tellement de prescrits que toute une génération de nouveaux dépendants, euh, très différents des toxicomanes de la rue, est apparue. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Il y a des endroits où, des villes complètes avec des taux d'addiction aux antidouleurs, aux opioïdes énormes. Et là, évidemment, il y a eu détournement de ces médicaments-là dans la rue et le marché noir s'est mis à produire parce qu'il y a un marché intéressant. Des opioïdes de synthèse. Et là, c'est là qu'on se retrouve avec, par exemple, du fentanyl, qui était d'abord un médicament et qui est devenu un produit détourné. Et là, on arrive avec des produits extrêmement dangereux qui provoquent des décès. Le résumé de la crise des opioïdes en peu de temps. Alors, le Canada a été touché plus vers les années 2000 et aujourd'hui, bien, on est diversement touché. Alors ici, vous avez les trois prochaines diapos, c'est prescription d'opioïdes, décès d'opioïdes, hospitalisation d'opioïdes. Euh, c'est variable au pays. La constante, c'est que c'est dans l'Ouest qu'il y a le plus d'hospitalisation et de décès. Pour la prescription, ça varie. La Colombie-Britannique a quand même pas tant que ça de prescription. Le Québec est la province où on prescrit le moins. Le Nouveau-Brunswick a quand même prescription au-dessus de la moyenne canadienne, quatrième sur 10. C'est une situation à considérer. Au niveau des décès, par contre, le Nouveau-Brunswick, comme le Québec et euh, c'est la Saskatchewan. Alors, ici, ce que vous regardez, les chiffres vous donnent le nombre de décès en nombre absolu. Alors, vous voyez que là où il y en a le plus, c'est en Colombie-Britannique, évidemment. Mais c'est évidemment, c'est en fonction de la population que ça devient éclairant. Alors, c'est plus le taux. Alors, les couleurs que vous voyez dans les petits bâtonnets. Alors, quand c'est pâle, c'est que le taux est relativement bas par rapport à la population. Et quand c'est, plus ça va vers le foncé, alors on voit l'Ouest, là, l'Alberta, le Yukon, la Colombie-Britannique, c'est carrément noir. Ben là, c'est des taux plus élevés. C'est la première année en Colombie-Britannique que ça baisse un peu. Mais sinon, c'était vraiment en augmentation constante. Vous voyez le nombre de décès. Alors, je pense qu'on était rendu en 2018 en haut de 4000. Euh, et peut-être en 2019, ça va être stabilisé ou diminué parce qu'il commence à avoir des mesures. La plupart impliquent le fentanyl, effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure, la majorité sont des hommes dans la tranche 30-39. Hospitalisation. Alors ici, encore là, c'est plus dans l'ouest que hospitalisation. Ici, le Nouveau-Brunswick est en haut de la moyenne canadienne encore, cinquième sur 11 pour l'hospitalisation. Je ne peux pas aller plus dans le détail. Pourquoi le Nouveau-Brunswick est en haut de la moyenne pour à la fois les prescriptions d'hospitalisation, mais pas nécessairement pour les décès. Alors, à suivre, à explorer, à fouiller de votre bord. Ici, on voit les saisies. Alors, j'ai mis ici en noir, le 52% des saisies, c'est des fentanyl. Fentanyl, il peut avoir du carfentanyl, de toutes sortes de dérivés. Et pour ceux qui l'ignoraient, le fentanyl est un opioïde qui est 1000 fois plus puissant que la morphine. Alors déjà, on peut décéder d'une dose de morphine, d'une surdose de morphine. On peut décéder de tous les opioïdes par dépression respiratoire. C'est des produits qui sont dangereux pour ça. Alors imaginez, le fentanyl, excusez-moi, le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine, mais le carfentanyl que vous avez parmi les produits, là, à 5%, lui, est 1000 fois. Alors ça veut dire qu'un grain sur le doigt, parfois, peut être fatal. Alors, c'est extrêmement difficile de contrôler sa consommation s'il n'y a pas des tests qui nous permettent
de savoir ce qu'on consomme ou s'il n'y a pas des mesures comme la naloxone pour récupérer ceux qui sont en surdose. Là, on est en réduction des méfaits, on y reviendra plus tard. Alors, les autres SPA, ici, les images vous montrent à la fois, l'ecstasy, là, des pilules de party rave, la cocaïne, la méthamphétamine, les médicaments d'ordonnance aussi. Euh, les faits saillants, c'est que, ce qu'on peut dire grosso modo, c'est que toutes les autres drogues, là, autres que le cannabis et les opioïdes, on s'entend qu'on vient de voir, eh bien, c'est marginal. C'est en bas de 2% de la population. Bon, ça peut dépendre un peu de la classe d'âge, ça peut dépendre un peu de la drogue, mais c'est quand même des phénomènes qui ne sont pas à ce point inquiétants. Ça peut être inquiétant ponctuellement dans certaines classes d'âge, mais pas sur un point de vue national, populationnel. On dit que les troubles à vie, lorsqu'on a fait une statistique là-dessus en 2012, étaient de 4%. Troubles de l'usage liés à des drogues illicites autres que le cannabis et l'opioïde. Et pour ce qui est des produits pharmaceutiques, comme je l'ai déjà mentionné, il y a le quart des Canadiens qui ont déclaré avoir consommé un produit pharmaceutique de prescription au cours de la dernière année. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait 25% des gens qui consomment soit des pilules pour dormir, soit des pilules contre la douleur, soit des pilules contre la dépression, enfin, qui sont les trois grandes catégories de produits pharmaceutiques. Ici, les sédatifs d'ordonnance, donc là, ici, je répète, c'est les hypnotiques et les sédatifs. Alors, en fait, grosso modo, les benzos, c'est les médicaments que les gens prennent généralement pour les nerfs, là, se calmer, mais le plus souvent aussi pour dormir. Alors, c'est 10% de la population. Donc, c'est plus élevé que les substances illicites. Ça, je disais que ça arrivait au troisième rang, là, après le cannabis. C'est très élevé chez les personnes âgées. Alors ici, il y a des populations à risque et c'est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est une statistique qui est constante depuis 30 ans dans le domaine, qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes et souvent 2 fois plus de personnes âgées que de personnes de population régulière qui prennent ces médicaments-là. Pour la cocaïne, pour les autres produits, je prends les dernières données disponibles au Canada et ce que j'ai fait, j'ai entouré le Canada. Donc, vous avez la comparaison entre le Canada et d'autres pays. Alors, pour la cocaïne, on est donc en dessous d'autres pays comparables, entre autres les autres pays du Commonwealth. C'est sûr que tous les pays du monde ne sont pas là, là. Alors, on est à 1,5% de prévalence dans la population générale. Euh, pour ce qui est euh, Pour ce qui est des amphétamines, c'est encore plus bas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que regardez aux États-Unis, le 3% des amphétamines font beaucoup de ravages. C'est une drogue avec laquelle il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Les gens qui commencent ça finissent assez vite et ça fait des gros problèmes de santé. Alors, on est encore là plutôt dans les pays où la problématique est assez basse. Euh, Excusez-moi, mais pour changer de diapo, c'est un peu compliqué. Ici, on a le MDMA. Là, c'est un peu plus élevé dans notre cas. Bon, c'est en bas d'1% quand même. C'est en Australie que ça a l'air être prisé. Et finalement, un mot sur les nouveaux produits de synthèse. Les nouveaux produits de synthèse, ça aussi, c'est un phénomène sur lequel j'aimerais attirer votre attention. On appelle ça les nouveaux psychotropes, nouveaux produits de synthèse. En fait, c'est toutes sortes de produits qui nous arrivent sur le marché avec des noms toujours un peu bizarres. On se demande d'où ça vient. Alors, il y a différentes catégories. Il y a à la fois les produits légaux, des high légaux. Ben, ça, c'est des produits qu'on arrive à dénicher parmi des plantes ou des produits étrangers qui ne sont pas encore dans les listes de produits contrôlés. Alors, le kratom, par exemple, la salvia. Le kratom est un stimulant qui provient d'une plante des Philippines. La salvia est un hallucinogène qui vient de la sauge, mais une sauge particulière. Alors, il y a des gens qui se mettent à consommer ça, ou des fois c'est diffusé dans les sous-cultures comme nouveaux produits. On détourne des médicaments, j'en ai déjà parlé. La kétamine, qui est un hallucinogène assez
drastique, on peut dire ça comme ça, un peu comme le PCP. Le fentanyl, c'est un autre exemple de détournement de médicaments. Et il y a des créations de drogues là, par des chimistes, parfois en herbe, sans jeu de mots, ou parfois des très bons chimistes aussi. Alors ça, on appelle ça des designer drugs. Alors ça imite l'effet des produits existants pour contourner la loi. Alors le cannabis, il y a eu du cannabis de synthèse à un moment donné, qui existe encore, qui s'appelle Spice, beaucoup moins populaire maintenant que le cannabis est légalisé. Dans les hallucinogènes et les stimulants, on en retrouve aussi de ces produits-là, les sels de bain, etc., etc. Alors, le danger ici, bien sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne connaît pas la composition, le dosage, donc on peut être empoisonné par des produits mal synthétisés. On se retrouve des fois avec des produits qui c'est déjà arrivé qui soient encore là très, très forts, donc mettre les usagers à risque d'overdose ou de problèmes de santé ou d'effets inattendus. Alors, évidemment, ici, la seule façon de contourner ça, ce serait d'avoir ce qu'on appelle du drug checking en réduction des méfaits, c'est-à-dire des tests pour savoir qu'est-ce qu'on consomme. Et ça, c'est particulièrement répandu dans la culture des jeunes, des festivals, des pique-niques électroniques, des concerts pop, alors où ils vendent toutes sortes de produits de synthèse comme ça. Et pour compléter cette illustration-là, la tendance à l'heure actuelle dans le monde de la production-consommation, surtout pour ces nouveaux produits-là, ça a changé complètement. Avant, c'était le pocheur au coin de la rue qui recevait son stock de certains pays clés, là, et qui vous vendait ça, bon, etc., avec des revendeurs. Maintenant, les produits chimiques sont souvent fabriqués dans les pays du tiers-monde, la Chine, les Indes et tout. Et on exporte ces produits chimiques-là en Europe, dans certains laboratoires. Et là, on confectionne des nouvelles drogues ou des drogues un peu modifiées. Et on envoie ça sur le darknet, c'est-à-dire que c'est vendu par Internet. Et on signale qu'aujourd'hui, il y aurait jusqu'à 8% des jeunes adultes qui utiliseraient ce genre de nouveaux produits à peu près inconnus et qui transitent en dehors des circuits là, de contrôle. Alors, c'est un phénomène émergent. Population à risque ou vulnérable. Alors, on est rendu à 18h50, c'est pas pire, je vais plus vite que prévu. Alors, bien sûr, les jeunes sont toujours à risque étant donné leur manque d'expérience et aussi le développement physiologique normal qui fait que pour certains produits, ça cause plus de répercussions. Chez les adolescents, le risque est souvent lié à l'initiation au SPA. Et l'initiation peut être faite de façon tout croche. Hein. Souvent, l'initiation n'est pas faite dans un cadre avec des guides ou avec les parents. Et on parle ici de la nicotine, bien sûr, de l'alcool et du cannabis principalement. Chez les jeunes adultes, c'est là qu'on trouve, dans le fond, les consommateurs, toutes catégories les plus dynamiques, entre guillemets. Et là, le binge drinking, mais ça pourrait être aussi le binge d'autres drogues avec toutes sortes de mélanges. Je ne l'ai pas marqué, mais vous pouvez voir aussi interaction alcool-cannabis, cannabis-cocaïne, etc. On essaye les méthamphétamines là-dessus. Mais le binge drinking est particulièrement donc la consommation de fortes doses d'alcool, intoxication aiguë, la conduite avec faculté affaiblie, bien sûr, et les intoxications diverses aux nouveaux produits psychotropes. Si on rajoute une catégorie encore plus pointue, les jeunes de la rue, qui eux autres peuvent donc se retrouver dans les 15-30 ans, ben là, on rentre dans des dangers beaucoup plus aigus. L'usage de drogues par injection et la propagation du VIH, du VHC, les surdoses, c'est souvent chez ces gens-là qu'on rencontre des surdoses, et des problèmes de toxicomanie. Alors, les facteurs de vulnérabilité pour l'ensemble des jeunes seraient la pression des pairs, la marginalisation, la stigmatisation. Personnes âgées, évidemment, comme je l'ai mentionné ici, c'est l'abus de médicaments sédatifs pour l'anxiété, l'insomnie. Il y a aussi un alcooliste du troisième âge. Bon, il y a à la fois des gens qui ont bu toute leur vie puis qui continuent au troisième âge, mais plus particulièrement des gens qui se mettent à boire. Il y a même un gambling du troisième âge aussi. On ne parle pas ici des jeux, mais je le mentionne. Souvent dû à des facteurs de vulnérabilité comme l'isolement social, la perte d'autonomie physique et mentale, et l'âgisme, qui est cette discrimination sur la base de l'âge. Les personnes âgées sont
pas très considéré dans notre culture. Les Premières Nations, donc, qui sont présentes à travers tout le Canada, ont des taux d'infection aux ITSS, d'abus d'alcool, de toxicomanie supérieurs à la population canadienne, aux autres Canadiens, en proportion de leur nombre. Alors, c'est un phénomène et les conséquences vont avec, les conséquences de violence, agression sexuelle, suicide vont avec ces taux supérieurs. Il y a des problématiques de consommation de produits volatiles dans certaines communautés, notamment du Labrador, avec les solvants. Et là, les facteurs de vulnérabilité sont nombreux, histoire d'abus dans le passé, les traumatismes qui viennent de l'histoire et de la culture, des antécédents de violence, la pauvreté, la marginalisation, l'itinérance, pour notamment les jeunes des Premières Nations qui se retrouvent en milieu urbain. Alors, voilà. D'autres populations à risque, et même si c'est pointu, c'est des populations sur lesquelles, moi, personnellement, avec d'autres personnes, travaillons en santé publique pour justement, parce que souvent, c'est peu de pourcentage de population, mais les conséquences sont souvent à haut risque. Souvent, c'est le problème de criminalité, de décès ou de problème de santé physique et mentale très grand. Alors, on a les ARSA. ARSA, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça qu'on appelle ça en santé publique. C'est les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ah, il manque un S. Mon œil de linge, c'est lui qui manque un S. Ici, il y a beaucoup de consommation de drogue et d'alcool et il y a le phénomène du chemsex. Alors ici, ça, c'est une espèce de combinaison de la performance sexuelle avec une certaine surconsommation de drogue pour potentialiser les deux avec des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. La méthamphétamine sert notamment à ça. Vous avez les utilisateurs de drogue par injection et inhalation, comme je l'ai mentionné, eux autres sont à risque d'infection et de propagation du VIH et surtout le VHC euh, depuis une bonne quinzaine d'années. Et les problèmes de santé physique et mentale sont nombreux. Et c'est chez eux aussi qu'on trouve les problèmes de surdose, évidemment. Et on a les travailleurs et travailleuses du sexe qui ont aussi une prévalence plus élevée de consommation de drogue et d'infection et qui ont des problèmes d'exploitation, d'abus, de criminalisation, de marginalisation. Alors, ça fait le tour des populations à risque. C'est sûr que il y aurait les gens en prison, on aurait pu prendre les femmes, on aurait pu prendre les gens de quartiers défavorisés. Il y a évidemment moyen de segmenter encore d'autres types de populations vulnérables. Alors, il faut faire des analyses plus précises dans son milieu pour les déceler. En terminant, les modèles et pratiques d'intervention, il est bien évident ici que je vous présente simplement la panoplie de ce qui peut exister pour faire face aux problématiques liées à l'usage de substances et notamment auprès des populations vulnérables. Je n'ai pas du tout de nom là et je ne ferai pas la promotion d'aucun type d'approche plutôt qu'une autre, ni d'aucune nomenclature de ce qui existe, par exemple, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Ça aurait été un travail impossible. Alors, rappelez ici un peu la façon dont on conçoit l'intervention. C'est un continuum. La consommation est un continuum, l'intervention est un continuum. Alors, c'est soit pas de problème, il y a des problèmes, ou il y a des gros problèmes, la maladie. Bon, ça, c'est le continuum classique, prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui est encore largement utilisé, notamment au niveau des organisations mondiales de santé, parce qu'il est assez clair dans le temps, soit que vous agissez avant pour empêcher l'apparition de symptômes, soit que vous agissiez pendant pour empêcher une dégénérescence ou une aggravation, et soit qu'on agit après pour limiter les complications et rétablir la santé et éviter les rechutes. Alors, ça, c'est la façon classique. Et maintenant, on présente aussi également le continuum d'intervention en termes de groupe. Le premier continuum était en termes de moment d'intervention. Ici, on est en termes de cible. Alors, soit qu'on fait de la prévention universelle auprès de tous les gens, alors les bonnes habitudes de vie, évidemment, euh, je dirais même l'apprentissage de comment consommer avec le moins de problèmes possible, on peut même dire
savoir-faire en termes de consommation, ou on pourrait même dire le développement de solutions de rechange de la consommation. En fait, c'est ce qu'on appelle la prévention universelle, qui généralement euh, fait référence à la promotion de la santé. Il y a les gens en situation de risque, dont des groupes que j'ai mentionnés, et là, il y a une prévention qu'on appelle plus sélective. C'est la prévention-prévention. En fait. Et les groupes à risque, qu'on appelle aussi vulnérables, bien là, on va avoir une prévention indiquée. Bon. Les deux, j'ai combiné moi-même dans un tableau les deux approches, ce qui nous donne ceci. Finalement, elles se recoupent. Avant, on fait de la promotion-prévention et on touche soit l'ensemble de la société pour développer l'état de santé ou des gens plus à risque pour préserver leur état de santé. Pendant, ben là, on fait du dépistage, d'intervention précoce, on essaie de stabiliser la santé de gens qui sont à haut risque et qui peuvent aggraver leur état. C'est donc la cible indiquée. Et finalement, après, en tertiaire, bien sûr, c'est le domaine du traitement, l'intervention curative. Et là, même, on peut diviser ça en détox, réadaptation et insertion. Et il s'agit de restaurer l'état de santé. Alors, vous voyez, le continuum, on peut augmenter euh, l'état de santé, l'accroître, le préserver, le stabiliser et le restaurer. Alors, ça nous donne un continuum avec des populations dont, évidemment, le nombre est proportionnel. Quand c'est universel, on peut dire que on agit sur beaucoup de monde. Quand c'est sélectif, c'est déjà des groupes plus limités. Et indiqués, ben, c'est souvent des individus qui sont plus à risque. Et les interventions vont de pair. Comprenez que ça prend plus de gens pour intervenir. Plus on attend, plus ça prend de monde pour intervenir sur peu de gens. Plus on agit avant, moins ça prend de gens. On peut faire des grandes campagnes de promotion pour toute la population canadienne. Euh, voilà, il y a comme quelque chose d'inversement proportionnel. J'espère que vous me suivez. Alors, maintenant, on va passer aux stratégies. Alors, les stratégies, il y a différentes nomenclatures. On peut dire que quand on fait de la réduction de la demande, donc ça, c'est un peu la prévention universelle et indiquée avant. On peut faire de l'information, de la persuasion, développement de compétences, éducation, le contrôle, qui est une stratégie comme une autre, et l'aménagement du milieu. Et on vise souvent à agir sur les connaissances, les habiletés et les comportements au moyen de différentes stratégies, qu'il faut normalement coupler ensemble pour avoir de l'efficacité. Euh, Après ça, la réduction des méfaits, donc, c'est plus le champ de la prévention secondaire ou la prévention indiquée. Alors ici, j'ai mis toutes les champs de pratique qu'on trouve aujourd'hui. Alors bien sûr, il y en a qui sont connus, d'autres moins. On a la fourniture de matériel, là, les seringues, les pipes et tout ça. Et on peut considérer aujourd'hui que la réduction des méfaits est bien établie, notamment aussi pour les drogues licites, puis juste pour les toxicomanes de la rue. Alors par exemple, on a le traitement TDO, c'est la dépendance aux opioïdes. Alors le traitement avec méthadone, par exemple, mais on a aussi la pharmacothérapie du tabac, par exemple, avec les timbres et tout ça, ça rentre là-dedans. On a la prescription d'opiacés, on a l'approvisionnement en alcool, les wet shelters qui existent. On a des services de consommation supervisés et on a des zones de tolérance pour consommer de l'alcool qui existent dans certaines ressources. L'analyse des substances et le checking, bien sûr, c'est de savoir qu'est-ce que tu as dans ton produit avant de le prendre. Les changements politiques, ben, légaliser, par exemple, ou accroître des contrôles dans le cas des boissons énergisantes, c'est des formes de réglementation qui agissent en réduction des méfaits. Tout ce qui est information, éducation, communication, le travail par et pour les usagers, travail de rue, travail de milieu, tout ça. Les approches motivationnelles et consommation contrôlée, qui sont des formes pratiquement de traitement, mais qui se font souvent dans le milieu plutôt qu'en institution. Et les mesures environnementales qui sont nombreuses, qui vont du coussin gonflable, ben là, je ne parle pas en toxicomanie, mais disons des opérations nez rouges, là, la conduite, les services de raccompagnement, excusez-moi, euh, et les boissons sans alcool, etc., etc. Toute mesure dans l'environnement qui va viser à réduire les méfaits. Là, je vais un peu vite là-dessus, mais voilà, je ne peux pas faire autrement.
Au Nouveau-Brunswick, j'ai noté qu'il y avait et des programmes d'entretien à la méthadone, des programmes d'accès aux trousses de naloxone. La naloxone n'est pas une mesure de réduction des méfaits, euh, c'est une mesure quand les méfaits se sont produits. Les mesures de réduction des méfaits, c'est de mettre les gens sur la méthadone ou autres produits pour qu'ils lâchent les opioïdes pour éviter de risquer l'overdose. Mais s'il y a un overdose, c'est pratiquement un traitement, traitement de première ligne, là, comme l'urgence. On administre de l'analoxone pour inverser le processus d'overdose. Et il y a des programmes d'échange de seringues, bien sûr, qui existent au Nouveau-Brunswick. Ici, vous avez la carte des sites d'injection au Canada. Alors, bien sûr, ils sont majoritairement dans l'Ouest pour des raisons évidentes. Il y en a maintenant d'établis à Montréal. Je n'ai pas vraiment compris la distinction entre les rouges et les bleus. Là, ça m'échappe un peu. Euh, Normalement, à Québec, il devrait s'en ouvrir. Là. C'est peut-être là qu'on a mis un truc bleu. À Montréal, il y en a trois. À Ottawa, Toronto. Et il n'y en a aucun dans les provinces atlantiques si on se fait à cette carte-là. Donc, c'est peut-être à venir. Et finalement, pour ce qui est des approches en traitement, bon, là, j'ai mis les principales approches qu'on peut appeler thérapeutiques, là, qui se font généralement dans des centres, soit publics, ça peut être des communautés thérapeutiques, ça peut être des groupes d'entraide. Alors, il y a les approches motivationnelles, les thérapies cognitivo-comportementales sont peut-être les plus utilisées ici en Amérique du Nord. Communauté thérapeutique, modèle Minnesota et programme de 12 étapes, aussi très utilisé. La pharmacothérapie, par exemple, les traitements d'alcoolisme avec produits, pas les IBAN, en fait, pharmacothérapie, et des approches systémiques, thérapie familiale. Il peut y en avoir d'autres, ce n'est pas nécessairement exhaustif. Mais ça vous donne une idée que dans chacun des temps de l'intervention, il y a beaucoup de stratégies et qu'il faut intervenir dans une continuité et à chaque fois avec plus qu'une stratégie. C'est d'ailleurs ce que je résume ici. C'est ma conclusion. Donc, 19h05. On peut dire que le Canada est moins atteint que d'autres pays, là, grosso modo, notamment que ses voisins américains, mais que l'usage de cannabis chez les jeunes, c'est ici que c'est le plus important en Occident. Donc, il y a quelque chose ici à surveiller. Au pays, c'est dans l'Ouest que la consommation et les problèmes associés sont les plus prononcés. Ça, c'est évident, malgré des exceptions là, ponctuelles. Les problématiques à surveiller, à mon sens, même certaines dont je n'ai pas parlé, c'est l'usage de détournement de médicaments par les jeunes pour usage récréatif. La consommation de boissons énergisantes alcoolisées, ça n'a pas été mentionné, mais ça rentre dans les phénomènes. Il y a eu des décès ici au Québec liés à ça. Bien sûr, les nouveaux produits psychotropes qui nous arrivent par Internet, la crise des opioïdes qui est loin d'être réglée, et les gros usagers de cannabis, c'est-à-dire quand même des gens qui sont le quart des usagers et qui bien, deviennent effectivement dans la catégorie à risque ou usage inapproprié. Et l'intervention en toxicomanie, c'est dans un continuum qu'on doit l'apporter, pas de façon en silo, et en mettant plus qu'une stratégie de l'avant. Voilà. Alors, j'espère, ici, c'est mes petits remerciements de finale. J'espère que je vous remercie de votre attention. Évidemment, c'est pas comme dans une classe où tout le monde parle en avant, pendant que je parle en avant. C'est plus facile comme ça, mais c'est beaucoup moins dynamique. Là. Je ne sais pas si tout le monde dort ou si les gens ont suivi. Je ne sais même pas si les gens ont vu le diaporama, là, s'il y a eu d'autres problèmes techniques. Alors là, je vais demander à mon assistant technique, Justin, de pouvoir brancher les gens pour que les gens puissent poser des questions. Là. On peut prendre des questions. Moi, je n'ai pas de problème à prendre des questions pendant 15 minutes, 20 minutes, etc. Alors, voilà. Là, j'attends qu'il se passe quelque chose. Je vais avoir du feedback. Je vais arrêter le partage. Alors, vous voyez, je suis encore là. Euh, allez sur la deuxième diapo pour le test.
avoir accès au PTT. Bon, ça, c'est. Mais là, est-ce que c'est possible de brancher le micro des gens ou permettre aux gens de poser des questions devant la main? Et oui, c'est ça qui est le plus simple parce qu'il y a trop de personnes, il y a 50 personnes. Les gens pourraient lever la main et là, on branche leur micro. Je ne sais pas si c'est possible, Justin. Pour qu'on ait quelques questions, moi, je vais entendre au moins des gens vivants avant de sortir d'ici. Bonjour, est-ce que nous pourrons avoir le diaporama pour imprimer? Bon, alors la question du diaporama, c'est sûr que moi, je souhaiterais, parce que je l'ai fait, il ne m'appartient plus, là, je veux dire, à quelque part, il appartient à la formation continue et aux gens responsables du certificat. C'est à eux de voir s'ils veulent le rendre disponible à tout le monde. Moi, je ne peux pas décider ça. Donc, vous devez demander ça. Je pense que c'est Pierrette Fortin là, qui est responsable. Contactez le certificat des toxicomanies de formation continue et dites que vous avez suivi le webinaire, vous allez avoir une copie. C'est sûr que normalement, je pense que vous devriez l'avoir. Ça, c'est mon point de vue à moi. Accès à la présentation, bon, il y a moyen de télécharger, mais c'est sûr, tout le monde dit la même chose. Super intéressant, merci. Beaucoup apprécié, merci. Merci à vous, merci. Bon. Alléluia. Au moins, ça a l'air que ça a marché, les gens l'ont vu. Est-ce qu'on peut prendre des questions, Justin? Ah, Justin, non, pas au microphone. Caroline, seulement à l'écrit. Ah, les questions, c'est seulement à l'écrit. Ah, mon Dieu. Rien qui remplace un bon cours en classe. Bon, alors, vous pouvez me poser des questions à l'écrit. Moi, je vois le fil des. Moi, je vais répondre verbalement. Alors, j'ai déjà répondu au fait que la présentation, vous devez la demander. C'est pas de mon ressort. J'imagine qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va faire le suivi là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est arrivé à 7 heures, qui aimerait ça le voir depuis le début. Ben, ça commençait à 6 heures. Ça commençait à 6 heures. Ça commençait à 6 heures pour moi au Québec, mais ça commençait à 7 heures au Nouveau-Brunswick. Alors, quelqu'un qui était au Québec, qui est arrivé à 19 heures, a tout manqué. Voilà. Mais ça, bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres webinaires? Ben ça, il faut aussi le demander. Je sais qu'au départ, quand j'ai été approché, on m'a dit que le projet était d'en faire d'autres sur d'autres sujets. Alors, il faut vérifier toujours avec les responsables du certificat. Si vous voulez parler de CrystalMet un peu, oui, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Le CrystalMet est un produit c'est un produit nettement, on peut dire, dans la catégorie dangereux, là. C'est un stimulant. Lorsque ça donne, c'est un effet de stimulation, un peu comme la cocaïne, mais beaucoup plus fort. Alors, vous imaginez, plein de très réveillé, en forme, capable de faire tout. C'est comme vous étiez en phase maniaque, là, puis ça dure 10 heures. 10 heures en phase maniaque. Vous avez le temps de faire pas mal de niaiseries. Et le problème, c'est pas vraiment ça, ben ça peut être un problème, mais c'est que le down de ça est extrêmement difficile et que les gens s'accrochent très vite. Et que prendre du cristal meth à répétition, ben là, on dort plus, on mange plus. Et il y a vraiment. Donc, c'est vraiment pas un produit à conseiller. Je dirais même, prenez de la cocaïne, c'est pas mal moins élevé. Euh, nous enregistrons. Ah oui, c'est enregistré. Effectivement, Justin, c'est enregistré. Donc, peut-être que ça va être ça. La présentation peut être représentée à d'autres moments donnés. J'avais oublié ça. Dans le email, c'est écrit 19 heures au Québec. Ben, mon cher monsieur, vous pourrez protester puisque c'est une fausse information. Euh, Ouais, ben c'est vrai pour Caroline aussi. Mais là, c'est probablement qu'on va pouvoir vous permettre de revoir le truc au complet enregistré, c'est-à-dire que vous allez m'entendre, voir le diaporama et assister. Je suis désolé, mais c'était hors de mon contrôle. Euh, D'ici quelques jours, bon,
ça pourrait être disponible. Avez-vous des stratégies pour les écoles au niveau de prévention? Les stratégies de prévention, je les ai mentionnées. Euh, il n'y a pas de stratégie miracle. Là, en fait, c'est un peu le cours qui est donné en prévention au certificat dont je suis titulaire. Quand on fait de la prévention primaire là, ou de la prévention avant, auprès de grands groupes comme dans les écoles, ben, il faut d'abord savoir c'est quoi le problème, c'est quoi qu'on veut prévenir. Veux-tu prévenir l'usage, l'abus, c'est pour quelle drogue, quelle catégorie d'âge. Et dépendant de ça, on va adapter sa stratégie. Et encore là, on ne peut pas juste faire de l'information, juste faire du contrôle, etc. Ce qui fonctionne, c'est de travailler en même temps les compétences, de travailler en même temps les alternatives à la consommation. Des mesures de contrôle peuvent être tout à fait à propos avec l'information. Vous voyez, c'est un mix. Et pour le faire, on ne peut pas prendre des trucs qui existent là, dans les airs. Il faut regarder la situation, mettons, de l'école en question et voir si, je ne sais pas, moi, le problème, c'est de la consommation d'alcool parce que les jeunes viennent de quartiers défavorisés. C'est pas la même chose qu'une école où on consomme des produits de synthèse parce que, je sais pas, moi, il y a une absence totale d'activité parascolaire, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je ne peux pas vous dire quelle stratégie pour la prévention tant qu'il n'y a pas un cas précis et ça prend une analyse de milieu pour dégager des facteurs de risque, etc., etc. Chers participants, est-ce que vous avez des écouteurs? Avez-vous un casque d'écoute? Bon, ça ne s'adresse pas à moi. Si oui, je vais vous accorder votre microphone. OK, merci. Pierrette Léger, est-ce qu'on peut s'attendre que la vague qui est en Colombie-Britannique va se rendre dans notre direction? Euh, c'est une bonne question. Je ne serais pas porté à penser que ça va, parce qu'il y a trop de gens qui, maintenant, la crise des opioïdes, là, c'est tout le monde. Il y a des pubs du fédéral, du provincial, à la télévision. On sait que c'est là. Alors, le problème, pourquoi c'est moi? Au Québec, par exemple, c'est nous qui avons le moins de problèmes avec ça, le moins de décès. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Euh, Certains disent parce que nos pushers, les Hells Angels, ils ne vendent pas de ça. D'autres ils disent c'est parce que nos médecins prescripteurs ont plus pas trop de déontologie. D'autres disent parce qu'on consomme plutôt de la cocaïne au Québec que des opioïdes. Alors, OK, le nombre de facteurs est énorme, mais je pense qu'à l'heure actuelle, compte tenu que l'alarme a été lancée au pays et qu'on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique, les gens vont faire de la prévention et éviter que ça devienne équivalent. Ça risque juste, d'après moi, de baisser un peu globalement dans l'Ouest. Mais il y a quand même un travail à faire, j'imagine, dans toutes les provinces auprès de ceux qui sont pris avec ce problème. Il ne faut certainement pas arrêter de faire de la prévention, que les prescripteurs soient prudents et que moi, je serais partisan de mesures de réduction des méfaits, qu'il y ait du drug checking dans toutes les provinces pour que les gens qui en consomment puissent au moins vérifier. Ça existe des bandelettes pour checker. Là. C'est comme ça qu'on appelle ça du drug checking. Donc, il existe des bandelettes pour voir si le produit contient du fentanyl. Alors, il faut continuer à faire les mêmes mesures de prévention et de réduction des méfaits si on ne veut pas que ça augmente. Mais à votre question, je réponds, ça me surprendrait beaucoup que le Québec et les provinces atlantiques connaissent une situation comme la Colombie-Britannique. Quand ça vient aux adolescents, est-ce que vous pensez que la consommation de cannabis ou d'alcool devrait être acceptée et régulée ou punie? Euh, ça dépend du contexte. Là, c'est une question de valeur. Là. Je ne pense pas que ça doit être puni, personnellement. Ça dépend de ce qu'on entend par puni. Euh, les adolescents consomment de la drogue depuis les années 60. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Alors, quand même qu'on essaierait de les enfermer dans des garde-robes pour qu'ils ne consomment pas, ça ne marchera pas. Je pense que c'est plus les voies de. Et en même temps, je ne suis pas d'accord avec le fait de, mon Dieu, les initier à ça, leur donner des trucs et tout. La voie de la prévention, ça dépend à l'âge aussi. On parle d'adolescents, c'est-tu 12 ans ou 17 ans? Une différence quand même. Je pense que les aborder comme des gens capables de comprendre les risques
et les conséquences, c'est la meilleure façon. Et de donner un exemple soi-même, je dirais, d'usage responsable. Un parent qui est gambler puis buveur problème, qui va dire à son fils qu'il ne consomme pas du cannabis, ça ne fonctionne pas, là. Donc, il faut être cohérent aussi. Alors, je pense qu'il faut faire aussi beaucoup de promotion de la santé, c'est-à-dire, promotion de la santé, c'est pas punir, c'est développer les forces et les compétences des gens et des environnements stimulants pour que ce besoin-là de consommer soit moins présent. Alors, quand on consomme parce qu'on s'ennuie, qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'on n'a pas de source d'accomplissement dans son milieu, d'appartenance, et justement, la seule appartenance qu'on a, c'est d'aller se défoncer en gang, ben, au lieu de punir ces gens-là, on devrait plutôt leur offrir des alternatives à la consommation, qui est une des voies de prévention que je trouve très intéressante, personnellement. Comment se comporte-t-on aux États-Unis? Beaucoup mieux. Les États-Unis, ils sont vraiment. Ben là, je ne vais pas te donner sur tout, mais pour ce qui est de la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est nettement. Je veux dire, dans le fond, les États-Unis sont un peu au niveau de la Colombie-Britannique d'une façon très. Pas dans 100% des 50 États, mais les États du Nord et du Nord-Est, du Centre, là, la Virginie, la Caroline, etc., il y a des endroits, là, les villes, les petites villes, les villages sont complètement détruits. C'est lié beaucoup aussi à la pauvreté. Vous savez que ça paraissait aujourd'hui, je pense, qu'il y a genre 58 millions de gens qui ont des conditions du tiers-monde aux États-Unis. Les niveaux de pauvreté aux États-Unis sont assez aberrants. Dans certaines régions, la pauvreté fait en sorte que les gens sont malades, prennent des médicaments, deviennent dépendants des médicaments, se retrouvent dans la rue, font faillite. Enfin, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée. La situation est nettement plus grave aux États-Unis à cause que le phénomène a commencé là-bas. C'est la compagnie Purdue qui a commencé son truc avant de se disperser ailleurs dans le monde. Et c'est aussi, c'est pas juste une question de substance, c'est une question de conditions. Les inégalités sociales sont plus grandes aux États-Unis, le système de la santé n'est pas accessible, c'est un pays de contraste. Alors, tous les phénomènes liés à la drogue aux États-Unis, à la criminalité, sont nettement plus. Et en plus, ils ont moins de mesures de réduction des méfaits, parce qu'ils sont un peu. Encore un pays qui est dans la guerre à la drogue. Alors, oui, on a une situation nettement plus avantageuse que les États-Unis. La comorbidité entre les addictions aux drogues et la santé mentale. Alors, c'est une grosse question, ça, là, qui demanderait. Devrait me donner un autre webinaire, d'ailleurs. C'est pas ça pour me défiler, mais je pense que dans les projets, c'était justement de faire un truc sur, à la fois un truc sur peut-être la clinique, la réadaptation et les questions de santé mentale, parce que c'est tellement large. C'est clair qu'aujourd'hui, les deux problématiques sont souvent liées. Et c'est difficile de dire laquelle précède laquelle. Souvent, il y a des gens qui ont des vulnérabilités de santé mentale et qui vont aller vers les drogues pour se soulager, ce qui va accroître leur problème de santé mentale. Et il y a aussi des gens qui n'avaient pas de problème de santé mentale et qui vont s'en trouver. C'est sûr que quand on est rendu dans la grosse consommation, on a des problèmes de santé mentale. Ça, c'est des problèmes de dépression facile, paranoïa, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui vont se médicaliser. Il y a beaucoup de consommation de cannabis, par exemple, chez les gens qui ont des problèmes de schizophrénie, etc. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais c'est sûr que dans toutes les études en toxicomanie, au premier ou au deuxième cycle, c'est des questions qui sont énormément abordées. J'allais dire, il y a beaucoup d'avenir là-dedans pour les intervenants. C'est ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez en ligne, mais le carfentanyl est-il arrivé au Québec? Oui, il y a eu des saisies, mais c'est très difficile d'être. Des fois, on entend parler parce que bon, je ne suis pas dans la police, moi là. Oui, il y a eu des cas de carfentanyl au Québec. Euh, Pas plus tard que la semaine passée, je pense, il y avait quelque chose, une alerte sur euh, de l'héroïne mauve. En fait, je veux dire, parce que ça contenait des produits comme ça. Euh, pour vous répondre précisément le pourcentage, c'est parce que Caroline Saint-Amour, c'est ça. J'ai donné le pourcentage tout à l'heure de ce qu'on retrouve dans les opioïdes et le carfentanyl comptait pour 5% des échantillons. Ça, c'est au Canada.
Alors, ça vous donne. Et les fentanyl en général, plus de la moitié. On dit la coupe des produits opioïdes, là, c'est 52% de fentanyl et analogue et 5% à l'intérieur de ça de carfentanyl. Alors, peut-être que c'est moindre au Québec parce qu'on a moins de problèmes, mais c'est sûr que c'est arrivé. C'est sûr que c'est arrivé parce que le marché noir ne fait pas de distinction. Ah oui, un autre webinaire. Bon, mais ça peut. Oui, excellent, excellent. Super intéressant de avoir un autre webinaire en toxicomanie santé mentale. Bon, ben, c'est parfait. Partez-vous une série, là. Petit détail. Au Nouveau-Brunswick, on a des programmes de. OK, pas un programme où on donne des seringues, mais on appelle service d'échange de seringues. Souvent, les programmes ont fourni les seringues parce qu'on s'attend souvent à ce que les gens ramènent les vieilles en même temps. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça échange de seringues, mais en réalité, c'est de la distribution de seringues. Euh, et c'est sûr qu'on encourage les gens, quand ils viennent en chercher, de ramener les vieilles. C'est pour ça. Mais comme dans la plupart des provinces maintenant, on n'exige pas que les gens ramènent les vieilles pour en avoir des neuves. On donne les neuves pour euh, éviter les ITSS. Là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 19h23. Je m'excuse encore pour les problèmes techniques du début. Je m'excuse pour les problèmes techniques des gens au Québec. J'espère qu'il y aura des suites. Ça ne dépend pas de moi. Écrivez, demandez d'autres webinaires, demandez la copie du diaporama. Et je suis sûr que d'ici peu, on vous avertira de rediffusion de ce webinaire-là parce qu'il est enregistré. Alors, ceux qui l'ont manqué ou ceux qui veulent le revoir pourraient assister. Alors, c'est vraiment un peu frustrant de ne pas avoir même un son de voix. Euh, OK, ben, ouais, mais en tout cas, vous salue. ouais, pardon, Pardon? pardon, Monsieur Brisson. J'avais demandé à quelqu'un, Oui, oui, ben là, ouais, par hasard, si quelqu'un aimerait utiliser son microphone. Juste avant que nous quittions, peut-être. ah oui, ben c'est ça. Est-ce que quelqu'un aimerait la prendre? Ouais, si Ouais, quelqu'un veut pardon. me dire merci en parlant, ça va, au moins je vais entendre une voix. Ouais, désolé, Monsieur Brisson. Est-ce que quelqu'un aimerait utiliser son microphone? Je peux vous aider à l'activer, disons. Il faut que la personne lève la main. Il Oui, c'est ça. faut que la personne lève la Ouais, main. vous pouvez peut-être lever Et la est-ce main. que les gens savent comment lever la main? Vous avez un petit bonhomme en haut. Ouais, c'est ça. Vous avez OK. vous peut-être lever la main et je vais vous accorder votre microphone. Ce sera Ah oui, moins quelqu'un. isolant. Lève la main, lève la main. Ah là, les gens quittent, on est rendu à 36, 39. Bon, OK. écoutez, là, j'insisterai pas pour avoir un. OK, je vois que Ça Manon part. vous écrivez. OK, Alors, pardon. merci Justin. Et de toute façon, voilà, j'aimerais ça, moi, avoir peut-être tu sais, le feedback, si vous le donnez une autre fois, etc. Avoir, euh, c'est ça. Bon, Manon, elle demande comment recevoir les informations sur le certificat. Je pense que c'était dit au début. J'imagine que vous tapez certificat de toxicomanie Université de Moncton, puis il va y Ouais, avoir. j'avais écrit Au Québec, c'est pas les mêmes problèmes au Québec. Alors, moi, je vais vous saluer tout le monde, ceux qui restent, vous dire merci de votre attention et bonne suite de quelque façon que ce soit. Bye bye.